Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Bienvenue sur Gagner, c'est mental. Le rendez-vous des footballeurs en devenir, des parents engagés et des professionnels du ballon rond. Ici, on parle de mental, de résilience et de leadership parce que dans le football, comme dans la vie, tout commence dans la tête. Je suis Vincent Lucien, coach mental spécialisé dans le football. Mon objectif est de t'aider à atteindre tes ambitions tout en trouvant l'équilibre parfait entre performance et bien-être. Dans ce podcast, je partage des outils pratiques, des témoignages inspirants et des clés concrètes pour t'aider à renforcer ta confiance, gérer la pression et devenir un véritable leader sur et en dehors du terrain. Il est temps d'entrer dans le jeu avec la bonne mentalité. Bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Gagner, c'est mental. Aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode. Vous avez l'habitude, ça fait maintenant le 11e épisode que je réalise et vous savez ce que je suis amené à faire. Je partage ma posture, je partage des outils, ma manière de travailler pour justement vous sensibiliser à la préparation mentale. Il y a une chose qui m'inspire en ce moment, c'est justement de vous partager des histoires inspirantes. Encore plus, celles qui sont dans l'ombre, j'aime les mettre dans la lumière. Et c'est justement ça que je veux voir aujourd'hui avec vous. Je vous propose de l'introduire. Il avait tout pour revenir. Il avait coché toutes les cases. Mais il s'est reblessé 2 semaines plus tard. Pourquoi ? Parce qu'il y a des douleurs que même une IRM ne détecte pas. Parce que parfois, ce n'est pas le muscle, c'est l'âme qui est contractée. Dis-moi, tu penses que la blessure, c'est juste une question de geste mal fait ou de terrain glissant ? Et si le vrai facteur de risque, c'était ton sommeil dégradé, ton esprit agité ou ce poids que tu ne peux pas poser ? Alors à quel point ton corps parle pour toi ? Et aujourd'hui, c'est ce sujet que je veux mettre sur la table. Pour vous, chers auditeurs et auditrices. Et qui de mieux qu'un expert pour en parler justement ? Je suis très honoré aujourd'hui de recevoir un invité exceptionnel, qui est... Salut Vincent. Moi c'est Paul Collet, donc je suis ostéopathe. J'ai été diplômé en 2017, donc ça va faire bientôt 8 ans. Et je travaille dans le foot depuis, ça va faire 6 ans en janvier 2020 que je travaille pour le Red Star. J'ai travaillé dans pas mal d'autres clubs aussi, dans le 93, Saint-Denis, Épinay. J'ai un peu baroudé, mais c'est surtout au Red Star que j'ai fait mes classes, que j'ai pris toute mon expérience et que je continue à bosser pour eux. Là, on ouvre le centre de formation l'année prochaine et des gros projets qui arrivent du coup. Super, merci beaucoup Paul pour ta présentation, pour le fait que tu sois là, ta présence, c'est très important pour moi. J'ai eu l'occasion effectivement d'interviewer Aurélien Marchesi, qui est responsable performance aussi dans le même club, Restar. Et c'est lui qui m'a effectivement invité à me rapprocher de toi parce que je lui ai parlé du fait que j'avais l'idée de vouloir mettre des métiers de l'ombre à la lumière et surtout mettre en avant un sujet qui aujourd'hui est d'actualité, qui tourne autour de la santé mentale, la charge mentale, et quel est le lien qu'on peut en faire justement avec les blessures, le physique, etc. Et finalement, lorsqu'il m'a proposé de le faire avec toi, je me suis dit, c'est magnifique, un ostéopathe sur un terrain de football. C'est le meilleur cas possible. Et justement, c'est ce que je veux voir avec vous. C'est aujourd'hui, vous ouvrez la porte d'un vestiaire, où on entre finalement dans une salle de soins. Un match dans le match, celui que vous ne verrez pas à la télé. C'est celui justement d'un ostéopathe, donc Paul, qui vit chaque jour donc l'ombre des projecteurs, mais au plus près des blessures, mais aussi des renaissances. Et donc dans cet épisode, ce que je souhaite, c'est comment finalement un ostéo peut sentir qu'un joueur va se blesser avant même qu'il ne le sache lui-même. On va aussi explorer pourquoi certains mots sont invisibles et comment une main posée avec une intention peut transformer une trajectoire. Et pour finir, on va parler de prévention, de charge mentale, de performance durable. C'est rare, c'est précieux, et ça commence maintenant. Qu'est-ce que tu penses de ce challenge, toi, Paul ? C'est un nouveau challenge, hein. Ça peut être un peu... T'es prêt à le relever ? Ouais. Super. Comment tu te sens là avant de commencer ? Un peu stressé, c'est la première fois que je fais ça, mais ça va le faire. On va discuter pile Bien sûr, et on fera tous bien les sûr. défis.
bien sûr, ça va le faire. Un ostéopathe stressé, peut-être qu'il faudrait que je te mette dans une séance hein, avec moi. C'est possible. Enfin, en plus, je te dis ça, mais en vrai, je suis jamais stressé. C'est cool. Mais bon, voilà, forcément, quand je me vois dans la vidéo, je me dis, waouh. Non, tout va bien se passer, c'est nickel. Allez, je te Ah propose ouais. de commencer. La première partie, ce que j'aime beaucoup faire, c'est effectivement découvrir ton parcours, justement humain avant même le professionnel. Et moi, en fait, ma question, elle est assez simple finalement. C'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ostéopathe? Quel a été le déclic pour toi? Bah écoute, au départ, moi, j'ai fait droit. J'ai fait 2 mois de droit. J'étais complètement perdu. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'avais même pas trop conscience du métier d'ostéopathe. Tu sais que bon, moi, j'ai 32 ans, donc c'est un truc qui est devenu très très à la mode, mais depuis quoi, 5 10 ans. Donc moi, j'ai fait beaucoup de sport. J'étais en sport-études, hockey sur gazon. Après, j'ai fait du football américain. J'ai fait du foot, bien sûr, toute mon enfance. Et puis après, j'avais fait une petite pause. Mais bref, j'ai été confronté à des kinés, mais j'ai jamais été confronté à des ostéos. Dans les clubs où j'étais, il y en avait pas. J'ai même en cabinet de ville, j'ai jamais été voir d'ostéo. Enfin, si, ma mère a dû m'emmener, je crois, quand j'étais vraiment petit. Je me souviens qu'il s'était balancé sur mon crâne pendant 10 minutes. J'avais rien compris à ce qu'il faisait. Donc je me suis dit, bah, je comprends pas, j'ai toujours mal à l'adducteur, tu vois. Donc bon, Hmm. j'étais pas forcément convaincu par le truc, quoi. Bah, depuis, j'ai compris ce qu'il m'avait fait. Euh, et donc du coup, ouais, j'étais en droit, un peu perdu. Je vais même pas au premier partiel. J'étais livreur de pizza à Fontainebleau, à Domino's Pizza. Bref, je commençais à me faire de l'argent, je kiffais ma vie, mais en fait, ma mère elle m'a attrapé par le bras, elle m'a dit non, 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 tu vas pas faire le livreur de pizza. Et elle m'a emmené voir une psychologue de l'orientation. Donc je sais pas si tu vois ce que c'est un psy mais qui t'aide à t'orienter vers ce que tu es censé faire de ta vie. Et cette personne dont j'ai même plus le nom m'a changé ma vie, quoi. Et ma mère, bien sûr. Mais ouais, elle m'a fait une étude de personnalité, c'était une séance. Une étude de personnalité, je réponds à Ok, des questions, etc. À la fin de la séance, à la fin de l'heure et demie, elle me dit, bah voilà, Paul, tu devrais te trouver un métier dans le sport et la santé. Elle m'a dit, tu dois prendre soin des gens et en même temps, ça devrait tourner autour du sport. J'ai dit, bah ok, très bien. waouh. Ouais, franchement, Hmm, ouf. Donc je me renseigne sur hmm. les trucs de kiné, je vois que le kiné, il faut passer un concours, j'étais pas très scolaire, donc je me dis, bah, est-ce que je vais en Belgique, est-ce que je lâche la famille, etc. Bref. Puis je fais un salon un salon de l'étudiant et je tombe sur un stand donc de mon école, le CSO à Nanterre. Et D'accord. je sais pas, j'ai été séduit par le discours des étudiants qui étaient là, des profs qui étaient là. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'ostéo, c'est pas mal. En plus, c'est juste sur dossier, donc si je suis motivé et que je paye les années d'études, bah ça va le faire. Et ça l'a fait. Et pour le coup, tu vois, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et première année, directement, boum, je me suis dit, ok, c'est ce que je dois faire. Super. C'est Super, super, ouais, magnifique. Magnifique parce qu'il y a beaucoup de messages forts qui ressortent dans ton parcours, Paul. C'est d'ailleurs une des raisons, tu vois, qui fait que j'aime beaucoup interviewer des personnes et qui me racontent leur histoire parce que à travers leur histoire, il y a comment ils ont finalement forgé leur identité et aussi comment ils ont pu, à travers des rencontres, à travers leur entourage, à travers des opportunités, faire que aujourd'hui tu es là aujourd'hui devant moi et que tu nous racontes justement ton histoire. Donc j'aime beaucoup ton approche. Je voudrais quand même relever plusieurs choses par rapport à ta présentation. Il y a, bien sûr, c'est un lien avec aussi les accompagnements et la préparation mentale. Il y a aujourd'hui quelque chose de fort. Il y a ta mère qui est donc qui fait partie de ton entourage proche et qui a poussé pour que tu puisses justement faire quelque chose de ta vie, ce qui est un peu assez naturel, hein, tu me diras chez une maman, mais ce que je veux mettre par là, c'est que le parallèle, il se fait vis-à-vis de l'entourage finalement. L'entourage joue quelque chose de très très fort, très puissant justement dans la carrière d'une personne et là en l'occurrence d'un joueur. Et le fait que euh, justement par rapport à ce que tu nous partages, que ta mère t'ait poussé à aller faire cette rencontre avec justement cette psychologue, tu disais d'orientation, hein, c'est ça, hein, si ouais, j'ai c'est bien ça. compris. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve ça fort parce que elle t'a poussé tu t'es dit bon allez pourquoi pas on y va bref et au final tu te trompes sur une personne et là mon deuxième point que je fais émerger c'est la puissance des personnes que tu rencontres et là en l'occurrence pour une personne qui t'accompagne qui te change ta vie en fait qui te fait complètement te faire te découvrir te dire que la santé le sport voilà ce sur quoi tu dois aller et au final tu deviens ostéopathe et tu pratiques dans des grands clubs c'est magique quand même non Ouais. qu'est-ce que t'en penses Ouais, non, mais c'est ça. Et je m'éclate et c'est vraiment ça. La vie, c'est des Ouais, rencontres.
Et c'est ce que je veux être. On en reparlera sûrement à la fin, mais moi, c'est ce que je veux être. C'est Hmm. une rencontre dans la vie de quelqu'un. Et Ouais, pas forcément lui changer la vie, tu vois, mais apporter juste ce petit truc. Voilà, cette petite libération super, mécanique, émotionnelle, ce que tu veux, qui permet ensuite d'exploser. super, nickel. Merci pour ce partage en tous les cas. Très inspirant. Mon autre question, elle est, tu m'as partagé ton déclic, effectivement, qu'est-ce qui a fait que j'ai compris que dans ton parcours, tu as fait pas mal de sport, donc j'imagine, j'interprète, mais tu me diras si je me trompe, que c'est ça qui t'a justement orienté vers vers le sport, pour le coup. Par contre, ce que je n'ai pas, ou peut-être tu l'as dit, je l'ai pas entendu, mais qu'est-ce qui t'a fait t'orienter vers la santé, par contre? Bah, cette même personne. C'est-à-dire que dans mon étude de personnalité, ce qui était sorti, c'est que probablement que j'aimais, je me souviens plus bien, mais que j'aimais prendre soin des autres, que Ok, j'aimais les choses manuelles. Donc la kinésie, elle m'a pas dit médecin par exemple, elle m'a dit kinésithérapeute, quelque chose de manuel. Tu dois prendre soin des gens avec tes mains, quoi. Donc l'ostéo. ouais, ouais, bien sûr. Mais la santé, Ok, ouais, non, j'ai pas de. Ouais, c'est vraiment elle qui m'a poussé vers ça. Parce que la ok, santé, tu sais, tu t'es pas trop au courant avant de. T'as jamais enfin, dans tes cours, au collège, au lycée, t'as jamais de matière bien qui sûr, t'oriente vers la santé. Par un petit peu tout la à fait. SVT à notre époque, mais bon, t'es pas trop au Ouais, ouais, courant de c'est ce qui clair. se fait dans la santé et de quels métiers sont possibles, etc. C'est d'ailleurs dommage. Ok, super, nickel. Merci pour ça. Euh, excuse-moi pour la question qui peut être un peu naïve, mais aujourd'hui, c'est quoi la différence entre un kiné et un ostéopathe? Non, c'est pas naïf. Et, c'est une question que je pose, allez, une fois ou deux fois par semaine. Euh, le truc, c'est que je peux pas parler de la kinésithérapie, sachant que je n'en fais pas. Enfin, je sais pas exactement ce que c'est. Euh, je dirais que euh, je- c'est compliqué. La différence, peut-être que le kiné va plus s'orienter sur le muscle, tandis que l'ostéopathe va plutôt aller traiter l'articulation pour relâcher le muscle. Moi, je verrais ça de manière très simple, un petit peu comme ça. Mais après, peut-être que le kiné va me dire, bah non, non, c'est pas ça du tout. Et je verrais le kiné plus dans la réathlée, comment dire, rééducation musculaire. Par exemple, tu te fais opérer du genou. Moi, tu vas me voir une fois, je peux être intéressant une fois pour relâcher deux, trois trucs dans le genou, mais sinon, ça va vraiment être le kiné qui va être utile, dans le sens D'accord, qu'il va te donner des exercices de réathlé, de proprio, de machin. C'est lui, pour moi, il va être plus utile que moi. Cependant, si tu d'accord, viens pour une lombalgie, je pense que je vais être plus utile que d'aller voir un kiné qui va te faire renforcer des muscles. Et moi, je vais te dire, bah non, viens, on essaie de comprendre pourquoi ce muscle-là qui est censé fonctionner de manière normale, il le fait pas, il fait mal. Donc, d'aller un petit peu au bout du truc et de te dire, bah tiens, ce muscle-là, il fait mal. Pourquoi il fait mal? Est-ce que il y a une articulation qui ne fonctionne pas bien? Est-ce que c'est un problème viscéral qui vient jouer sur tes lombaires? Tu vois, cette vision un petit peu plus holistique, un petit peu plus complète de ouais, juste ouais, super, traiter le muscle qui fait mal, en fait. super, super, Je pense que c'est comme ça. Mais il n'y a pas de guerre, on fonctionne très bien bien sûr. ensemble. Et tu vois, moi, dans le foot, je travaille avec des kinés tous les jours, ça se passe super bien parce qu'on fait pas les mêmes choses, en fait. Donc le Ouais, kiné, ouais, je comprends. il a besoin que j'apporte un petit relâchement articulaire sur un genou. Et moi, en revanche, j'ai besoin qu'il bosse tous les jours avec les joueurs pour venir renforcer tel muscle, pour venir masser en profondeur, etc. Chose que je peux faire, mais qui n'est pas mon travail. Très bien, super. Merci pour cette explication qui est plus claire. En plus, tu l'as fait de manière très simple aussi, donc c'est top. Et merci pour ça, puisque pour le coup, je l'avais pas forcément préparée celle-ci, mais elle m'est venue comme ça, tu vois. Et au final, qu'on Moi te la non plus. pose une à deux fois par semaine, je peux comprendre parce que c'est vrai que tu sais, dans une organisation, ça me fait rebondir, hein, mais on a chacun nos rôles et responsabilités. Et c'est pour ça que je voulais avoir aussi cette explication pour pouvoir mettre des mots sur qu'est-ce que fait un ostéopathe et qu'est-ce que fait un kiné, quoi, en fait, tu vois. Et donc, c'est ça, en fait, d'où vient cette question, en fait, c'est de là. Mais c'est cool, merci pour ta réponse. Et il y a autre chose sur lequel je voudrais rebondir, je vois ça comme toi-même, tu l'as très bien dit, c'est un peu cette approche holistique, en fait, tu vois, dans le traitement d'une blessure ou pas forcément blessure, même d'ailleurs, tu me diras, mais en tout cas, le traitement pour un joueur. Bah, d'ailleurs, tu nous diras si un joueur ne vient que quand il est blessé. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, j'aime bien cette notion parce que
je fais le parallèle avec la performance, on va y venir. Donc du coup, sur l'aspect performance, tu vois, il y a 4 piliers aujourd'hui qui existent, hein, qui est surtout dans les sports comme le foot, par exemple, la tactique, la technique, le physique et du coup, là, le mental. Ça, c'est les 4 piliers de la performance. Et finalement, j'arrive de manière un peu, on va dire, assez logique à me dire que ben, l'ostéo, eh ben, est sur la partie physique, quoi, finalement, tu vois, du pilier de la performance. Et ma question, c'est toi, aujourd'hui, ben, c'est quoi la vision pour toi de la performance aujourd'hui, avec ton recul et ton expérience? La performance, pour moi, du coup, c'est un petit peu ce que tu viens de dire. C'est l'ensemble de ces quatre choses-là. Donc, la performance, Mhm. c'est atteindre tes objectifs. Donc, te Mhm. fixer des objectifs et les atteindre. Dans ce cas-là, tu as performé. C'est l'ensemble de tous les facteurs qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs. Si ces objectifs, ils sont, j'en sais rien, t'es commercial, tu vends des aspirateurs, tu peux te mettre des objectifs en mode il faut que je vende 10 aspirateurs. Ok, Bien donc sûr. la performance, ça va être de vendre ces aspirateurs en un mois. Donc il faut que j'ai une Mhm. voiture correcte avec de l'essence dedans, bref, faut que j'ai les clients nécessaires et tout. Tout à fait. Dans le foot, euh, la performance, ça va être donc tu vas te fixer des objectifs. Tu vas te fixer, je dois mettre 10 buts cette saison, mettre 5 passes décisives et que l'équipe finisse dans le top 10. Et pour atteindre ces buts, il va falloir que tu sois assez performant. Pour être performant, il va falloir que, moi, dans mon cas, que tu sois pas blessé. Que tu aies un maximum de matchs pour pouvoir atteindre ces objectifs, qui sont de 10 buts. Si tu joues 10 matchs, tu dois mettre un but par match. Si tu en joues 20, tu peux en mettre que 0,5. Mhm. Donc, ouais, Ok. c'est l'ensemble de ces choses-là. Donc, Ok. le physique, le mental, j'ai oublié déjà ce que tu avais dit, mais J'avais dit le physique, la technique, le tactique et le mental. c'est ça. Ouais, Donc, la performance, c'est l'ensemble de ces choses-là. Atteindre c'est ça. tes objectifs. Ok, ok. Merci pour cette réponse. Et c'est plus clair aussi par rapport à toi et ta propre vision. Toi, comme tu l'as dit, ce qu'il faut surtout relever, c'est que toi, ta performance passe par le fait que le joueur soit le moins, alors il y en a peut-être plusieurs même, et tu vas me dire si je me trompe, le moins blessé possible au cours de sa saison, ou voire même qu'il récupère, s'il est blessé, le plus rapidement possible pour être Ouais. compétitif. C'est pour ça que Tu moi, je confirmes? dirais pas forcément que Ouais. moi, dans mon travail, je dois être performant, par contre, je dois être efficace. Parce que Ouais. j'ai pas forcément de but. Le but, c'est de ne pas en avoir, en fait, limite. Tu vois, Ouais, bien si j'ai sûr. des buts, ça veut dire que je dois avoir euh, tant de blessés. Mais en fait, non, moi, le but, c'est de pas en Bien avoir de sûr. buts. Après, oui, en effet, dans le, si le joueur est blessé, là, pour le coup, il faut que je me mette un but. Le Ouais. doc a dit, il est blessé 2 semaines. Bah, moi, la performance, l'efficacité, ça va être de réduire à une semaine. Super. Si on Super. peut. Ouais, ouais, non, mais super, c'est top, c'est très clair. Et c'est aussi, ça va être un sujet qu'on va voir un petit peu plus tard, mais ça me montre quand même les prémices de, justement, euh, on sait qu'on a évalué une indisponibilité d'un joueur de temps, et derrière, toi, tu vas performer ou surperformer si tu arrives à réduire ce temps d'indisponibilité, quoi, en fait. Ouais, c'est vraiment comme ça C'est, que j'objectiverai mon ouais, efficacité et super, ma performance. super. Nickel. Merci pour ce partage. Et en même temps, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir par rapport à ce que tu as partagé, parce que tu as associé assez naturellement, et c'est assez logique, hein, la performance à des résultats. Et le parallèle que je veux faire, c'est que dans le monde pro, et c'est ce que tu côtoies, c'est effectivement ce qu'on va aller chercher. Forcément, la performance passe par les résultats qu'on obtient. Et en même temps, moi, quand j'accompagne des joueurs, les résultats sont la conséquence d'un processus qui a été mis en place. Ce que j'entends derrière processus, c'est tous les moyens qu'on a mis en œuvre pour que tu atteignes tes résultats. Ben, exemple, j'aborde beaucoup un travail identitaire vis-à-vis des joueurs ou joueuses que j'accompagne. C'est qui sont ces personnes derrière footballeurs ou footballeuses. Pour que derrière, on puisse aussi se dire pourquoi tu joues et qu'est-ce que tu veux laisser comme message après ton passage, soit dans un club ou après ta carrière. Et c'est finalement ça qui va faire que on va plus alimenter cette motivation à travers qui je suis ou qui je souhaite devenir, plutôt que de l'associer à des résultats. Bien sûr, les résultats, on ne peut pas les mettre de côté. Forcément, ça fait partie du jeu. Mais c'est quand même important que la personne puisse avoir, en termes de motivation intrinsèque, pas seulement des résultats, mais plus savoir qu'est-ce qu'elle souhaite laisser comme trace derrière elle pour que ça puisse être encore
plus marquant finalement pour elle et de se dire que le résultat, surtout dans un sport collectif qui ne dépend pas que de cette personne, eh ben, c'est la conséquence de tout un processus. Je faisais juste ce petit parallèle-là parce que ça me semble important de pouvoir le partager. Peut-être que tu as même un avis sur ce que je partage là, Paul. Non, mais je suis d'accord. En fait, T'es d'accord? et je commence à mieux comprendre du coup l'idée de la prépa mentale. En fait, c'est du psychologique. Tu vas le sortir du foot et amener des questionnements qui sont de la vie quotidienne en fait. Oui, Là, en il peut l'occurrence, y avoir, tout à fait, il peut y avoir ça, cette partie. Alors, il faut quand même faire attention sur les termes parce que sur l'aspect pardon psychologique, euh, il y a quand même une différence entre un psychologue du sport, par exemple, et un préparateur mental. On est quand même sur tout ce qui est partie psychologue du sport, ont des années d'études derrière eux, ont des diplômes et ont cette possibilité de pouvoir diagnostiquer des pathologies, tu vois, liées des pathologies même mentales même, tu vois. À la différence d'un préparateur mental, euh, il peut y avoir des études, hein, ça sans aucun problème. Il peut y avoir aussi, on peut être certifié, etc. Ça, il n'y a pas de sujet non plus derrière. Euh, Néanmoins, on va plus être focus sur effectivement comment on développe des habiletés mentales, donc c'est-à-dire comment on améliore la confiance en soi, comment on aide une meilleure gestion du stress, comment on l'aide à développer son leadership, par exemple, pour in fine atteindre des meilleures performances. Et donc, on va pas forcément travailler sur le passé ou travailler sur des choses, des sujets pathologiques, plus être sur une approche présent-futur avec des tâches prescriptives qui vont permettre de pouvoir très vite se dire, ben voilà, tu as des problèmes de confiance. D'où viennent ces problèmes de confiance? Ok, là, on essaie de chercher, de creuser. Mais par contre, tu as un terrain de jeu qui est en l'occurrence le foot. Comment on fait pour très vite, de manière un peu une démarche un peu empirique, hein, très vite aller tester des choses pour voir que tu es sur le bon chemin et tu as le bon processus pour regagner confiance. Tu arrives à voir un peu la différence quand je te le dis comme ça, euh, de cette manière-là? euh, Ouais, c'est ça. Je voulais qu'on le précise parce que c'est quand même deux choses différentes. Par contre, il existe des personnes qui ont les deux profils, qui peuvent être psychologues et en même temps préparateurs mentaux. Et ça, c'est euh, d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, hein, on n'est pas du tout en guerre avec toi, l'ostéo et kiné. Bah, c'est pareil pour le préparateur mental et le psychologue du sport. On n'est pas du tout en guerre, bien au contraire, c'est très complémentaire comme type d'approche. ok. Ok. Eh ben, je pense qu'on a fait le tour là sur ton parcours à toi. Tu nous as Voilà. raconté un peu tout ça, donc c'est cool. On a même été un peu plus loin et tu nous as même partagé ta vision. Bah, ce que je te propose maintenant, c'est de partir dans un second temps sur une deuxième partie. C'est là, cette fois-ci, plus rentrer dans le rôle concret d'un ostéopathe. Et concrètement, bah déjà, une question assez anodine, mais à quoi ressemble une semaine type ou une journée type? Je sais pas, à toi de voir comment tu veux, quelle temporalité tu souhaites mettre, mais d'un ostéo dans un club. Et bah, du coup, bon, je pense que ça va dépendre aussi beaucoup du club dans lequel tu bosses. Ça va dépendre si tu es en Ligue 1, en Première Ligue, en Espagne ou comme le Red Star en Ligue 2. Moi, personnellement, vu que avec le Red Star, je travaille avec le centre de formation, j'interviens plus que l'ostéo qui travaille, Quentin Janicola, qui travaille avec les pros, qui lui intervient le mardi après les entraînements, donc le mardi après-midi. Il doit venir 2-3 heures. En revanche, au centre de formation, là, on a mis ça en place depuis quelques temps. En même temps, quand je suis arrivé, il y a 5 ans, je crois qu'il y avait un kiné qui venait une fois par semaine. Ok, Après, il est parti. Et pendant 2-3 ans, je suis resté tout seul. Donc, en termes de soins, on n'avait que moi, que l'ostéo. On n'avait plus de kiné et on n'avait plus on n'avait pas de doc du sport non plus. On avait le doc des pros qui peut nous dépanner de ok, temps en temps, mais qui n'est pas, ça, c'est pas son rôle. Euh, donc, ma semaine type, on va prendre l'année dernière, parce que l'année dernière, c'est cool, on avait des kinés, on avait le doc du sport et tout, donc ça va être. Moi, ok. j'intervenais Cool. le lundi soir et le mercredi soir. À chaque fois, j'étais Mhm. accompagné de 2 stagiaires. Donc, c'est des étudiants que j'ai qui sont en 5e année de l'école que j'ai faite à Meaux. Très bien. Ça fait 2 ans que je suis passé maître de stage pour cette école et que du coup, je fais intervenir mes stagiaires plus moi le lundi soir pour pouvoir voir plus de personnes. Parce que le Très centre de bien. formation, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de monde. Donc, ça va des U15 par centre de formation à partir de l'année prochaine. Mais avant, déjà, Académie de football, on était quand même déjà beaucoup d'équipes. Donc, des U15 Très aux bien. 17 NAS, 17 nationaux, U18, U20 et la réserve. Donc, Oui. grosse priorité sur la réserve qui jouait en R1, puis en R2, puis en R1, il remonte cette année. Et les 17 nationaux, D'accord. forcément, qui sont les niveaux les plus élevés qu'on a.
du coup dans le centre de formation maintenant. Et Tout à fait. ouais, quand même pas mal d'équipes, pas mal de joueurs. Donc j'y allais deux fois 2 heures. Et l'année prochaine, je vais y aller une fois, parce que du coup l'année prochaine, on va être beaucoup plus staffé, vu qu'on est en centre de formation. D'accord. Il va y avoir des kinés, plus, et plus de docs du sport aussi, qui seront là 17 heures à chaque fois sur la semaine. Donc moi, je vais pouvoir venir faire juste mon rôle d'ostéo. Parce que là, j'avoue que je faisais Ok. un petit peu de touche à tout. J'étais là le lundi pour un peu dégrossir. Est-ce qu'il y a une fracture ou est-ce que c'est une entorse, machin, puis renvoyer vers le doc ou pas. Enfin, faire un peu le tri, commencer les soins. Le mardi, il y avait le kiné qui faisait les soins. Le mercredi, je revenais pour faire plus de l'ostéo. Et le jeudi, on avait le kiné. L'année prochaine, je vais venir, je vais juste faire le kiff, l'ostéo. Ils auront vu déjà le doc du sport, le kiné, et moi j'interviendrai juste pour mettre la petite touche en plus, tu vois, le petit relâchement facial ou la petite technique articulaire sur les lombaires, le sacrum, le coccyx, Super. tu veux, qui pourront Super. me faire gagner du temps, quoi. Donc voilà, c'est Super. une Nickel. à deux fois par Hmm. semaine, je dirais. Ok, super, nickel. Merci pour ces précisions. C'est très très précis d'ailleurs en plus, donc franchement c'est top. Merci Tu me pour dis tout si ce que c'est tu nous trop. partages. Ah non, c'est très bien. Non, non, c'est très bien. Là, au contraire, je trouve que là, tu permets à travers ce que tu nous partages qu'on puisse rentrer vraiment dans précision en termes à la fois d'organisation, à la fois toi dans ton quotidien, ce que tu es amené à faire en fonction, bah, comme tu l'expliquais, hein, comme il y avait peut-être un manque de personnel, donc tu as dû un peu faire un peu touche à tout, comme tu l'expliquais. Et là, les choses qui changent aussi parce que le staff vous allez recruter du monde. Non, non, c'est très bien. J'aime beaucoup ce que tu donnes comme niveau de détail. Et tout ça pour te dire que j'avais une question, mais je l'ai perdue, mais ça va me revenir. Euh, oui, je vois quand même que avec les personnes avec qui tu travailles, vous êtes quand même euh, assez nombreux, tu vois. Et il y a quelque chose qui me vient là assez naturellement pour poser comme question, c'est comment se passent les différentes interactions entre bah, les personnes que tu côtoies pour pouvoir aider le joueur. Et quand je dis comment ça se passe, c'est concrètement, voilà, comment ça se goupille tout ça, parce que pour que vous puissiez bien discuter, échanger, donner les bonnes infos, avoir le bon niveau d'information aussi, etc. Comment ça se passe tout ça? Eh ben, c'est en pleine réflexion pour l'année prochaine, mais jusqu'à maintenant, on travaillait donc avec tout bêtement un groupe WhatsApp qui avait été fait par le manager de l'asso. Et donc dedans, il y avait chaque responsable de chaque catégorie, donc chaque coach de chaque catégorie, les prépas physiques de chaque catégorie aussi, plus Aurélien qui chapeautait tous ces préparateurs physiques et puis qui était avec la réserve, et le kiné, enfin les deux kinés, le médecin du sport des pros qui intervenait avec nous quand on avait besoin, et moi-même. Et les stagiaires, ils étaient pas dans le groupe. Et donc du coup, on D'accord. fonctionnait comme ça, c'est-à-dire que après chaque intervention au club, on faisait un petit débrief succinct, hein, mais je disais pas tout ce que je faisais. Est-ce que j'avais tiré un quadri et fait craquer un cuboïde? Ça, je parlais pas de ça. En revanche, on voyait le joueur et on mettait un tel, telle catégorie, nom, prénom, telle catégorie. Et puis on disait ce pourquoi il venait. Puis bon, la suspicion de ce pourquoi il venait si on n'avait pas fait d'écho. Donc, je sais pas moi, une pointe à la cuisse droite, est-ce que c'est une élongation, une contracture, un machin? Je demande l'avis, moi toi je mettais par exemple, bah, demande l'avis de Philippe le kiné demain, à savoir ce qu'il pense de ça, est-ce qu'il pense que D'accord. c'est un bon diagnostic, est-ce que non, et puis qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça c'était sur la semaine, donc on le voyait le lundi, petit débrief le lundi soir, le mardi les kinés, enfin moi je disais par exemple, bah, j'aimerais que toi t'ailles voir le kiné demain, si je voyais que le mec il avait juste un bleu, je disais c'est bon, tu mets de la glace, t'es pas foutu d'aller voir le kiné demain. Et Bien voilà, sûr, on bien orientait comme sûr. ça, et puis on s'échangeait les infos comme ça, via un groupe WhatsApp. Donc tout bête, Super. mais Mm, mm. on va professionnaliser ça un petit peu plus l'année prochaine. L'idée serait de faire Ouais, tableaux Excel, de faire des courbes, des machins, des trucs un petit peu plus costauds ouais, que juste un groupe super, WhatsApp. Mais bon. Premier lieu, déjà, c'était déjà super. efficace. Super, mais j'aime beaucoup ce que tu me partages parce que euh, forcément, il fallait bien commencer par quelque chose. Vous avez mis en place l'organisation qui vous paraissait la plus logique, pertinente à date. Vous avez pu tester, vous avez pu voir justement les points forts et les axes d'amélioration de cette organisation. Et là, aujourd'hui, le centre de formation arrive. Vous décidez de vous professionnaliser sur ce type d'aspect qui vous semble justement hyper important pour assurer le meilleur suivi
pour le joueur. Et finalement, après, derrière, à analyser tout ça avec des datas, ça, je pense que j'imagine que c'est encore beaucoup mieux, beaucoup plus Ouais. efficace, mais c'est top tout ce que tu me partages. Merci pour ces infos. Et d'ailleurs, bah, ça me fait rebondir, justement, c'est quoi alors là, je parle pour toi, hein, le type de douleur, et d'ailleurs, c'est à toi de me dire si tu veux répondre plus généralement, même d'ailleurs, hein, mais le type de douleur ou de blessure qui reviennent le plus souvent chez les joueurs, ou joueuses d'ailleurs. Mais, type de douleur, je dirais ce qu'on appelle la pointe. Tu vois, le mec qui vient te voir et qui est pas blessé, il peut jouer, mais il dit Ouais, je ressens une petite pointe ici, ça tire un peu. Donc t'es pas sûr de la. Si tu fais d'accord, une écho, tu verras pas grand-chose. Mais lui, il sent qu'il y a quelque d'accord, chose qui va pas. Il sent qu'il y a son muscle, il met du temps à le chauffer, il a des courbatures plus longtemps après. Voilà, c'est ce que j'appelle la pointe, mais ça veut rien dire, mais c'est comme ça que le mec va te le dire quand il va arriver au cabinet, il va te dire, voilà, j'ai une pointe ici, ça peut être une vraie pointe, une vraie d'accord. contracture, mais sinon c'est les prémices, il sent que il est faible ici, faible ou trop fort ou ce que tu veux, mais en tout cas, ça va pas, cette zone-là, elle ne va pas. Ça, c'est Mhm, des douleurs mhm. que je pourrais dire. Après, bon, ça c'est la pointe, c'est très général, mais plus spécifiquement, c'est le bas du dos. Moi, je trouve, quand ils sont pas blessés, ils se plaignent quasiment tous du bas du dos. Donc des psoas qui tirent, ça leur fait Ok, des lombalgies basses. Ça les empêche pas de jouer, mais en général, ça tire beaucoup après les entraînements et tout. Après, d'accord. en termes de blessures, bah, l'entorse de cheville, ça je Ouais, pense que, bien ouais. sûr. Et là, Mhm. c'est compliqué à prévenir. Il faut vraiment faire un travail, mais qui n'est pas le mien pour le coup, qui serait la prépa physique, la proprio, du renfo, pour faire en sorte que le muscle il vienne encore se substituer au ligament et venir tenir encore plus ta cheville pour éviter qu'elle tombe. Mhm. Mais si tu prends un mauvais tacle, elle tourne, ça c'est vraiment, bon, l'entorse, ça fait chier. Après, Ok, en musculaire, ouais, je dirais l'entorse, la béquille, et puis bah la contracture, quoi. Le stade après ouais. la faute. Le moment où là, le Mhm. mec, il peut plus jouer. Ouais, ok, super, merci pour ces infos. Et je me vois, j'ai pas été footballeur professionnel, mais je me vois, je me reconnais dans certaines blessures que tu as évoquées, blessures ou douleurs même d'ailleurs, que tu as évoquées. Et il y en a une que t'as pas évoquée, que j'ai eue, hein. Alors après, attention, là, c'est purement personnel que je partage, mais je me demandais si elle revenait pas souvent justement auprès des joueurs de foot, parce que c'est soit alors j'arrive pas à faire la différence, hein, je suis assez naïf, désolé pour cette question, mais soit la pubalgie ou alors les adducteurs, quoi, tu vois. Je savais que t'allais me parler de ça. Et t'as compris, c'est vrai que j'ai pas parlé de la pubalgie. Euh, oui, ouais, ça revient tout le temps. Après, moi, clairement, je me régale sur les pubalgies. J'adore. Je, D'accord. Hmm. enfin, j'adore. Non, c'est horrible. Mais c'est un très gros mot. Et puis, et puis ça prend, soi-disant 6 mois. Enfin, c'est compliqué de s'en sortir et tout. Alors qu'en vrai, la pubalgie, c'est juste il faut comprendre d'où elle vient. Et en général, alors le côté mental, je l'ai pas, mais probablement qu'il doit y avoir des trucs là-dedans. Et d'ailleurs, on en parlera dans le cas précis, enfin dans le cas clinique tout à l'heure, mais euh, la pubalgie, en vrai, c'est soit le psoas, soit les adducteurs, soit les abdos. Enfin, c'est en tout cas ça qui peut dire que tu as une pubalgie. Mais en vrai, faut traiter le périnée. Les trois quarts du temps, ça vient du périnée. Tu vois ce que c'est le périnée? Donc ce qui ferme. De nom, ouais, de nom. Euh, une femme sait très bien ce que c'est, un homme beaucoup moins. C'est en gros ce qui Ouais, va ouais. sortir du coccyx derrière et venir fermer ton corps par le bas, donc qui va entourer l'anus, qui va être partir après sous les testicules et qui va venir s'insérer au niveau du pubis au-dessus. Tu vois, ça ferme le corps par le bas. D'accord. Le périnée, je sais pas si c'est peut-être trop précis là, mais bon, en Ah tout mais cas, vas-y, continue, hein. ouais. Hmm. Le périnée, du coup, nous, en ostéopathie, on va considérer que c'est un diaphragme. C'est un muscle qui respire, qui va gonfler, enfin, D'accord. gonfler, dégonfler, monter, descendre, qui va venir créer de la vitalité dans cette zone. Un footballeur, il tombe, j'allais dire 10 fois, 100 fois par saison sur son coccyx. Le périnée vient s'attacher sur le coccyx. Donc en général, tu viens traiter le coccyx ou le périnée en direct. Et la pubalgie, tu fais gagner, mais on va parler de 6 mois, tu fais gagner, la personne, elle peut reprendre 1 mois, 2 mois, enfin, vraiment grand max. Parce que tu travailles pas que sur le psoas qui fait mal, ou l'adducteur qui fait mal, ou l'abdos qui fait mal, mais tu vas chercher à comprendre pourquoi il fait mal. Et du coup, tu vas traiter ce diaphragme-là, cette zone de tension énorme qui est présente chez quasiment tous les footballeurs. Et d'ailleurs, enfin, petite anecdote, mais ils se foutent de ma gueule au Red Star parce que je parle que de ça tout le temps, du coccyx, du coccyx, du coccyx. Ils m'appellent Monsieur Coccyx. Mais
c'est vraiment, ouais, c'est la clé. Pour moi, c'est la clé. Ok, ok, Donc la super. pubalgie ne fait plus peur. Ok, non mais c'est cool. Merci pour ces précisions, c'est chirurgical, je dirais. Franchement, c'est top. Donc au final, ce qu'il faut retenir, j'entends que ce qu'il faut traiter en priorité, c'est surtout le périnée ou le coccyx, quoi. C'est ça? Exactement, ouais. C'est comme ça que tu vas Ok, vraiment relâcher toutes les tensions du petit bateau et pouvoir ensuite te renforcer tes psoas, regagner en mobilité du bassin et puis pubalgie. ok. Eh ben Et ceci, c'est écoute, un régal. j'espère que J'espère que pour ce que tu nous as partagé, ben que ça sensibilise certains auditeurs et auditrices et comme ça, dès qu'ils vont voir leur ostéo ou leur kiné enfin bref, ou quelqu'un du médical, ils vont tout de suite leur dire, j'ai mal, j'ai une pubalgie, faut soigner mon périnée et mon coccyx, quoi. En tout cas, faut aller checker. Faut aller checker et t'as 90% de chance de tomber dessus. Ouais, Marco Verratti, si un jour il écoute cette vidéo, il passe à côté de sa carrière à cause de ça, je pense. super, Paul. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, c'est cool. Ok, écoute, on a vraiment une vue bien précise là cette fois-ci du rôle d'ostéopathe. On a aussi une, une, comment dire, une idée de ton quotidien, voire même de ta semaine, comment elle se passe. Donc merci pour tout ça. J'aimerais que maintenant qu'on passe à une autre partie qui est un format justement un peu spécial. C'est un peu une surprise que je voulais donner à mes auditeurs et auditrices là sur cet épisode, c'est que justement on puisse suivre l'histoire d'un joueur. Donc en préambule, finalement, j'ai demandé à Paul de réfléchir à une personne qu'il a pu accompagner dans sa blessure et qu'on puisse avoir finalement l'histoire d'un joueur, mais à travers les yeux d'un ostéopathe. Clairement, c'est ça l'idée. Et c'est pas un match là cette fois-ci, c'est finalement le match dans le match, celui qu'on ne voit pas et celui qu'on commande jamais. Et l'idée, c'est que tu puisses justement, toi, Paul, nous faire ressortir tout ça. Donc, bah, comme on l'avait prévu, Paul, je t'avais demandé en fait de réfléchir finalement à un cas, un contexte que j'aimerais bien que tu puisses justement nous partager et que tu puisses après aussi nous dire comment toi, à quel moment toi, tu es rentré dans l'équation justement par rapport à ce contexte que tu vas nous exposer. Ouais. Bah, du coup, j'ai pensé au cas d'un joueur que j'ai eu, Ok, ça fait 2 ans que je l'ai eu au cabinet. Donc c'était pas au ok, sein du club dans lequel je travaille, c'était pas au Red Star. Il m'a été envoyé par un prépa physique. Je travaillais avec deux prépas physiques, avec Aurélien au Red Star et puis avec Abou, un prépa physique à l'extérieur qui était au Red Star avant puis qui n'y est plus. très bien. Donc ce joueur-là, il a quoi? Là aujourd'hui, il a 25 ans. Il a fait pas mal d'équipes de jeunes, U17 NAS, U19 NAS. Il a fait entre autres le PFC, le Paris 13 Atlético. Euh, et puis à partir de ses 20 ans, tu vois, il a pas percé, on va dire. Il se blessait tous les ans, tout le temps. C'était deux, trois blessures par saison. En l'occurrence, la pubalgie, donc c'est bien qu'on en ait parlé avant. La pubalgie entre autres, mais aussi déchirures, contractures aux ischios, aux fessiers, toute la zone bassin, et ça allait pas. C'est là où il se blessait tout le temps, il était fragile de là. Et Hmm. donc moi, je le vois ouais, ça va faire 2 ans, je crois que c'était à l'été d'il y a 2 ans. Donc son prépa Mhm. physique, il commence à vouloir revenir. Il se dit bon allez, c'est bon, j'ai 22 ans, il faut que je me remette, faut que je trouve une équipe. Là, de toute façon, c'est le foot que je dois faire de ma vie. Son père, c'est un entraîneur un petit peu connu. Et du coup, il m'a envoyé par le prépa physique parce qu'il commence sa prépa physique et il se répète. Tu vois, la fesse qui tire, Hmm. il peut plus accélérer, il peut pas aller à fond, quoi. Alors que dans sa tête, il aimerait Mhm. aller à fond, mais il peut pas y aller. Et donc je le vois, je lui fais une séance un petit peu classique. Bam, bam, le bassin, son bassin est pas droit, on met ça, on essaie de relâcher les différentes tensions musculaires et tout. Puis il manque quelque chose, tu vois. Il y a quelque chose qui fait que bah il se sent mieux forcément parce qu'il a fait sa séance, mais au bout d'une semaine, tu vois, il me dit bah je recommence à ressentir les tensions qui arrivent, etc. Euh, et du coup, on réfléchit et du coup, on arrive sur le coccyx. C'est comme ça que du coup, moi, je l'ai beaucoup travaillé. Je l'ai envoyé voir une amie à moi qui est vraiment, on va dire, spécialisée là-dedans, qui travaille beaucoup, beaucoup là-dessus chez la femme en général. Mais du coup, un Mhm. peu plus chez un homme, ça reste pareil. Donc, je l'envoie voir mon D'accord. amie. Elle le voit, elle le traite, etc. Et bah écoute, ça fait 2 ans. Je le revois maintenant. Je le vois tous les quoi, 4, 5 mois et il se blesse plus.
Il a pas encore repris le foot à haut niveau, mais il se blesse plus, tu vois. Genre, il fait ses prépas physiques, je tape des urbanes avec lui quasiment toutes les semaines, il est à fond, c'est une petite bicyclette, il va vite et machin, et il se blesse pas. Et là, il était en mode, bah écoute, ouais, génial. Parce que on a trouvé ce truc qui entraînait probablement tous les autres. Et pas tout seul, tu vois, j'ai dû me faire aider. Très bien. Hmm. Maintenant, là, il m'a Ouais, dit, je lui ai parlé hier ou avant-hier, il me disait que là, il avait passé des essais en N3, très bien. N3, R1. Donc l'idée là, c'est il va reprendre à un plutôt bon Super, niveau. Et puis bah si après, il a 25 ans, donc on verra ce que ça donne. Mais s'il arrive à choper super, un petit contrat en super. N3, ce Hmm, serait génial. hmm, Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que tu nous as partagé. Euh, J'ai peut-être pas assez moi, parlé de ce qui m'a sécurité sur... mentale. Alors, t'inquiète pas, on va y arriver, t'inquiète pas. Moi, ce qui m'a surtout marqué dans ce que tu me partages, c'est ton approche, la manière dont tu as traité le cas, le patient, je dirais plutôt. Et du coup, ce que j'aime, c'est que tu arrives, tu fais tes premières interventions, tu fais ce que tu as à faire habituellement, ça te permet d'avoir un peu diagnostiqué un peu plus précisément et de remettre les choses en place, comme tu le disais, avec le bassin, etc. Je rentre pas dans les termes techniques, tu connais mieux que moi. Et Ouais, euh, il revient vers toi, il revient et tu vois que il y a encore une douleur. Et c'est là tu te dis tiens, c'est ce que j'ai fait comme première intervention, c'est pas suffisant quoi. C'est pas suffisant, il faut voir autre chose et réfléchir à autre chose. Et pourquoi je trouve ça intéressant, c'est parce que c'est exactement ce qui se passe aussi dans la préparation mentale. C'est que on peut arriver, le joueur ou la joueuse vient avec un sujet. On peut y aller un peu de manière tête baissée en se disant ok, je ferai un truc simple, hein. Euh, je manque de confiance dans telle situation, imaginons un attaquant devant le but, je manque de confiance devant le but, et tout de suite se dire ben ok, on va traiter ce sujet qui est lié au manque de confiance. En soi, on n'a pas totalement tort en faisant ça, hein, puisque du coup, c'est ce pourquoi la personne vient. Mais on revient sur le côté, ce qu'on se disait un peu tout à l'heure, comment on arrive à avoir une vision un peu plus holistique dans l'approche, et comment on fait pour que justement on puisse aller traiter d'autres sujets qui tournent autour et qui permettent justement de pouvoir reconstruire la confiance. Exemple, j'ai une joueuse comme ça, moi, qui vient me voir et qui me dit, bah écoute Vincent, euh, j'arrive plus à marquer de but. Alors qu'avant, je mettais but sur but, et d'un coup, comme ça, je n'arrive plus. Donc finalement, on travaille, c'est un épisode, je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que c'est un épisode d'ailleurs d'un de mes podcasts, mais euh, on voit tout de suite que finalement, c'est lié à un événement particulier qui a fait que elle a perdu sa confiance. Et on a dû travailler avec elle, pas seulement sa confiance. Je reviens sur ce que je disais un peu tout à l'heure, on a travaillé sur son identité, sur qui elle est, qui elle souhaite devenir et qu'est-ce qu'elle souhaite laisser comme trace. Et en travaillant tout ça, on a aussi retravaillé son estime de soi, son image de soi, et tout ça pour te dire que je me suis pas concentré seulement sur sa confiance finalement. J'ai eu une approche holistique du sujet pour faire en sorte que elle puisse trouver des réponses non pas seulement liées à son sujet de confiance. On a même travaillé par exemple sa structure de personnalité, par exemple aussi également, pour savoir qui elle est, comment elle gère sous stress, comment elle est dans ses environnements préférés, c'est-à-dire c'est quoi ses styles d'interaction préférentiels, c'est quoi ses styles de management préférentiels. Et c'est là où tu vois que ce type d'approche c'est hyper efficace parce que on s'est aperçu que son problème de confiance n'était pas lié au fait qu'elle n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre, parce qu'elle a toujours été bonne dans ce qu'elle faisait. Il était lié au fait que elle pensait avoir peu d'estime vis-à-vis de ses coéquipières. Donc t'imagines le truc, c'est que finalement, elle vient avec juste un problème de confiance, j'arrive plus à marquer de but, et au final, on découvre que c'est lié à un manque d'estime de ses coéquipières, et d'ailleurs qu'elle l'interprète. Hein. C'est même pas des faits réels, elle interprète cette situation en se disant, je suis pas à ma place, mes coéquipières pensent que je suis pas bonne, donc du coup, je n'arrive plus à mettre de but, j'arrive plus à mettre de but. Et donc c'est pour ça que voilà, je me permettais excuse-moi, je me permettais ce petit parallèle pour te dire que il y a des liens par rapport à ce que tu viens de partager sur le fait que on n'a pas seulement une approche juste, même si des fois ça peut fonctionner, hein, seulement sur le côté
ben tiens, elle a ce problème-là, il faut traiter ça. C'est comment on arrive à avoir une vision un peu plus holistique. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais peut-être Non, me mais rajouter quelque chose. non, je disais ça justement que c'est ça, cette approche holistique. Et toi, en l'occurrence, je disais c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire C'est qu'elle ça, n'avait plus à marquer de but, donc elle est en manque de confiance. Et du coup, le c'est regard que ça, lui portent les autres lui redonne encore c'est moins ça, confiance. Et c'est un cercle vicieux. Elle c'est se tire dans ça, les bras. exactement, c'est ça, Et oui. Et c'est l'idée ça. ouais. Hmm. Ok, et du coup, ben, revenons à, je ferme ma parenthèse hein, sur ce sujet, revenons au cas que tu nous as exposé, hein, cette blessure là, de ce joueur. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est que je pars du principe que pour certains joueurs, je dis pas pour la totalité, il peut y avoir un lien entre leur charge mentale ou santé mentale. Bah, ce qu'on met derrière, c'est tout simplement le stress, la pression accumulée, qui peut faire qu'il peut y avoir un lien avec justement une douleur physique. Et moi, ma question par rapport à ce que tu as partagé sur l'exemple que tu nous as donné, c'est ben, est-ce que selon toi, il y avait autre chose que physique dans ce joueur? Oui, oui. C'est pas moi qui l'ai décelé, Ok, c'est mes collègues. Mais ma collègue qui est un petit peu plus branchée sur, je te dis, la sphère psy, etc. Moi, moins. Je t'avoue que je suis plus dans la matière et bien dans ce que sûr, bien sûr, tu me vois. Mais bien c'est sûr. important d'avoir cette vision-là. Et en effet, ça a un petit peu changé ma manière de le voir. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup parlé de son père à ce mec-là et de la D'accord. relation qu'il avait vis-à-vis de son père. Parce que forcément, son père étant un coach connu et reconnu dans le milieu parisien, Mhm. en fait, il avait une pression de malade. Et donc le fait de ne pas réussir physiquement, parce que bah, lui, il aurait bien voulu réussir pour faire plaisir à son père, mais il n'y arrivait pas physiquement. Je pense que ça lui mettait une double charge que si moi je réussis pas, que j'ai pas réussi en tant que footballeur, on s'en fout. Mon père il regarde Bien sûr, deux matchs par an, il s'en bien fout. sûr, En revanche, bien tu sûr. réussis pas alors que ton père il a fait sortir des mecs comme Mamadou Sakho, enfin plein de mecs dans Mm, le monde du foot. mm, Tu te mm. dis oh là, mais alors, qu'est-ce qu'il va penser de moi, etc. Moi, Bien sûr. j'ai une relation avec ce mec qui est aussi assez pote, tu vois, donc je suis moins rentré dans ces sujets-là, mais j'ai senti que quand Mm. elle était rentrée dedans, en effet, il y a quelque chose qui avait relâché sur le plan physique. Donc moi, en Ouais, l'occurrence, au niveau de son périnée, de son petit bassin, mais, euh, mais même tout court chez lui. Donc il a fallu avoir les bons mots, en fait, et super. cibler du coup cette probable cause mentale qui venait lui donner une tension physique. Ouais, j'aimerais qu'on fasse un focus sur quelque chose d'assez particulier qui est lié clairement à ton domaine, parce que finalement, mon intérêt et mon intention, c'est de démontrer qu'il y a un lien entre euh, une charge mentale ou une charge mentale et la blessure. Et là, c'est ce que tu viens de nous partager concrètement. Donc, pour pouvoir être plus précis, ce que tu nous donnes comme info, c'est que une fois qu'elle a, comment dire, discuté, échangé autour de ce sujet, de la pression du papa, parce que très reconnu dans le monde du foot, etc. Toi, dans ton métier, t'as senti qu'il y a eu un déblocage. Je sais pas comment l'appeler, musculaire, Ouais, ou je sais pas comment l'appeler, mais c'est un ça? relâchement, quelque chose, ouais. Bah, après, c'est compliqué parce que là, on part dans des sujets où en fait, on n'a aucune preuve Bien scientifique sûr, de ce qu'on bien sûr, parle. Donc, on part un peu, bien on va sûr. un peu passer pour des illuminés. Mais Ouais. concrètement, moi, il y a un exemple que je donne toujours pour donner le côté psychosomatique, ce qu'on appelle le psychosomatique. Donc, le fait de pouvoir Mhm, avoir une douleur qui est somatique, donc dans les tissus, mais qui pourrait venir mhm. du psyché. Et ben, tout Ok. bêtement, t'es en scooter, t'es à Blinde, là, t'es à 90, il y a une voiture qui te coupe la route. Tu freines à fond. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Déjà, tu te contractes à fond, mais qu'est-ce que tu ressens toi? Moi, personnellement, ce que je ressens au niveau de mon estomac, je sens qu'il y a, tu vois, comme, tu sais, comme quand tu as très peur d'un coup, tu sens qu'il se passe quelque chose Mm, de physique dans ton corps. Et alors là, on parle de mm, l'estomac, on pourrait parler probablement du coup d'un muscle, etc. Mais tu vois, il y a ce côté entre le psychologique où juste, bah, t'as freiné, t'as eu peur, mais t'as juste eu peur. Et pourtant, tu l'as ressenti mm, physiquement au niveau de ton estomac. Comme mm, si tu avais eu une mm. décharge de liquide gastrique tout d'un coup qui est venu, qui te brûle l'estomac, tu comprends pas pourquoi. Tout à Bref, fait, pour moi, ça, c'est une preuve physique du lien entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire tout à fait, comment une tension mentale peut te donner un problème physique. Et typiquement, tu vois ces tout gens à fait. qui sont ballonnés, qui ont des remontées acides, etc., qui sont pas forcément dus à des problèmes mécaniques, pas forcément dus à des problèmes comment dire, de nutrition de ce qu'ils mangent, même s'ils sont exacerbés par ça. Mais en général, Mm. c'est un sentiment qu'ils n'ont pas digéré, quelque chose. Mais tu passes un peu pour un fou à dire ça, mais
mais c'est vrai. Enfin, je sais pas comment Ouais. d'expérience, Non, mais de c'est voir, au cabinet, bien c'est vrai. sûr, Tu peux relâcher bien des sûr, bien tensions sûr. physiques Mm. grâce au mental. Exactement. Écoute, merci pour ça parce que pour le coup, c'est bien qu'on n'ait pas effectivement à ce stade tous les deux des données scientifiques qui le prouvent. Néanmoins, ton expérience tu partages le fait que voilà, il y a un lien, il y a un Oui, lien de ce que toi tu as perçu. Euh, on ne dit pas que c'est la vérité absolue, mais en tout cas de ce que toi tu as perçu. Et c'est ça aussi qui m'intéresse parce que pour avoir accompagné un joueur qui était blessé, c'est ce que je t'évoquais tout à l'heure sur le fait que bah, c'était une pubalgie d'ailleurs, c'est une pubalgie, hein, et cette personne en fait, euh, elle avait elle générait beaucoup de stress en fait finalement cette personne-là, notamment par rapport, en plus c'était un centre de formation, donc du coup il y avait à la fois le scolaire, à la fois le fait que son ambition est de devenir joueur professionnel et il voit que sa blessure le retarde. C'est une blessure qu'il a accumulée pendant X temps et ben voilà, faut pas se mentir, mentalement, il y avait un impact chez lui. C'est-à-dire que moi, le rôle que j'ai dû occuper, d'ailleurs, je partage sur l'un de mes épisodes, hein, d'ailleurs, hein, euh, ça a été surtout de l'accompagner mentalement sur cet aspect. Comment lui faire comprendre, dans un premier temps, qu'il y a des choses qu'il peut contrôler et des choses qu'il ne peut pas contrôler. Et il avait tendance à vouloir justement tout contrôler. Et donc, ce que j'entends par tout contrôler, c'était même contrôler sa date de retour. Même quand des experts pouvaient lui dire voilà, tu reviens à telle date, ben lui il s'appuyait sur ça, ce qui est normal, hein. Et au final c'est pas ce qui se passait. Et ça générait beaucoup de frustration, d'énervement, de stress sur tout ça. Et finalement, l'idée a été dans mon approche de lui apprendre à se relâcher et de lui apprendre à lui faire comprendre qu'il ne peut pas tout contrôler. Alors, aujourd'hui, il est toujours blessé. Je dis pas que voilà, il y a quand même tout un protocole médical de soins à suivre, hein, dans tous les cas. Hein, faut pas minimiser ça, hein. Néanmoins, ce que j'ai pu percevoir, c'est que c'est l'acceptation de la situation, là où ça l'était pas au tout début. Et je pense que sur ça, et il me l'a dit hein, par lui-même, on avait déjà gagné quelque chose. Il n'était pas encore soigné, mais on avait déjà gagné quelque chose, cette partie-là, en fait. Donc voilà, je te partage ça, notamment par rapport, toi, aux exemples que tu viens de nous partager également. ouais, bah écoute, Euh, ouais, dis-moi. je dis bah écoute, j'ai hâte de le rencontrer, ton joueur du coup. Ouais, c'est clair, pour travailler son coccyx. Ok, super. Euh, c'est clair. Ok, donc waouh, le temps il fuse bien. On est déjà à 51 minutes là. Je pense que tu dois le voir de ton côté aussi. Ouais. Euh, T'as parlé de plein de choses et super intéressantes d'ailleurs. Moi, c'est encore sur toi pour revenir à faire un focus sur ton rôle. Finalement, tu vois, tu as des joueurs qui viennent et ma question c'est est-ce que tu arrives à toi quelquefois tu perçois que tu as des limites dans ton rôle et si c'est le cas, comment tu les contournes? Oui, oui, bien sûr, oui, j'ai des limites. Et c'est pour ça que il faut travailler en synergie avec d'autres personnes, même d'autres ostéos, hein, parce qu'on a tous nos limites dans ce qu'on fait. Et moi, je vais faire un tel type de technique dans lequel je vais être très bon, et puis je vais pas faire d'autres techniques dans lesquelles je suis moins bon. Il faut que je sache reconnaître qu'à un moment, et c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai envoyé vers ma collègue. Elle est meilleure que moi. Je lui envoie, Hmm, va la voir, elle est meilleure. Tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent. Il faut savoir réorienter. C'est le rôle du numéro 10 ou du c'est numéro ça, 8. T'es la personne de l'ombre, c'est ça, tu récupères, tu donnes, tu distribues vers la personne qui est meilleure que toi, ou j'en sais rien. Et tout, toi, ce que tu peux faire, toi, tu le fais. Et ton rôle est aussi ouais, de redistribuer, quoi. Donc, ouais, j'ai plus ta question. super. J'ai oublié Non ta mais question. c'est ça, t'as répondu. Mon idée c'était de savoir comment toi tu perçois tes limites et surtout comment tu les contournes et tu as répondu. Tu as Bah ouais. répondu là en fait finalement et j'aime beaucoup ta réponse. Pourquoi? Parce que je refais encore, je me permets un parallèle aussi par rapport aux personnes que j'accompagne. Quand je suis amené à accompagner donc des joueurs ou joueuses, à un moment donné, on fait un diagnostic et on s'aperçoit quels sont ses points forts et ses axes d'amélioration. Donc très facilement, les joueurs et joueuses sont capables de pouvoir dire, bah moi je suis bon en 1 contre 1, je suis bon en finition, par contre je suis pas bon de la tête, par exemple, tu vois. Et ce que j'aime dans la réponse que tu viens de nous apporter, Paul, c'est que finalement, on est, nous, aujourd'hui, dans une culture où on nous apprend à systématiquement travailler que nos points faibles.
Tu vois, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Hein, c'est même à l'école, hein, c'est comme ça. Hein. Et alors qu'on pourrait très bien se dire, t'as tes points forts, comment tu fais pour continuer de cultiver tes points forts, de les améliorer, d'aller encore au final, aller chercher un niveau summum quoi sur ces points forts là. Et en même temps, quand je te dis ça, c'est tu sais que tu as des points faibles et quel type de stratégie tu mets en place pour justement ces points faibles. Et dans les types de stratégies, il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir le fait que tu décides de les travailler. Et donc là, tu développes tes compétences parce qu'il y a un manquement. Quand je te prenais l'exemple de joueur de tête, ben, tu fais des exercices, enfin, tu fais des choses, des exercices pour améliorer ton jeu de tête. Mais tu peux aussi te dire que ben, c'est peut-être pas une compétence que je veux forcément. Néanmoins, ben, je peux travailler autre chose pour la compenser. Je sais que, par exemple, là pour mon exemple sur le jeu de tête, c'est un peu, c'était peut-être pas le bon exemple, mais de se dire que, ben, voilà, voir avec, en termes de compensation, voir avec peut-être mes coéquipiers, leur expliquer que je ne suis pas bon dans le jeu aérien et que derrière tu privilégies le jeu au pied et comme ça c'est ce qui va me permettre de pouvoir faire des différences. Tu vois, ça peut être une partie de la stratégie. Tu peux après aussi te dire, ok, je détecte qui est bon dans le jeu de tête, par exemple, et donc en l'occurrence quand il y a un coup franc ou autre, ben je sais que moi je vais me mettre peut-être plus en retrait et je vais laisser les gens qui sont beaucoup plus forts de la tête. Tout ce que je te dis là, ce sont vraiment des stratégies. Et toi, pour revenir à toi, ben c'est exactement ça. C'est quelle est la stratégie que tu mets en place? C'est que tu t'appuies sur d'autres experts, soit des homologues, soit des gens qui ne sont d'autres métiers, pour arriver justement à tes fins. Et moi, je trouve ça fort de pouvoir avoir ce type de stratégie en tête parce qu'elle compte aussi dans tous les domaines tels que ben, le sport, le sportif, quoi, en fait, en l'occurrence. Bah ouais, parce que T'as ouais, un avis peut-être sur le sujet? Ouais. le problème dans le foot en général, c'est que les footballeurs, ils vont beaucoup être entourés de gourous, de mecs qui ils ne jurent que Mm. par eux. C'est eux qui les soignent de tout, c'est eux qui Mm. font tout. Et ça c'est dangereux. C'est ça qu'il faut vraiment réussir en tant que soignant. Il faut réussir à être très humble et à toujours, déjà, à remettre ça sur le sportif. Ah, c'est grâce à toi que je Mm. vais mieux, j'ai marqué 3 buts ce week-end, tu m'as massé avant. Non, moi je t'ai fait un truc, c'est cool, mais il y a le prépa mental qui t'a aidé, il y a le coach qui t'a aidé, il y a le kiné qui t'a fait des massages toutes les semaines. Moi j'ai fait un petit truc, oui, c'était cool aussi, c'est vrai que tu as ressenti que ça t'avait aidé, mais je fais partie Bien sûr. de quelque chose. Et ouais, ce problème, c'est les Super. gourous un Ok. peu avec les footballeurs. Ils Mm. ont tendance à s'entourer souvent. Bah, t'en parlais au tout début, mais l'entourage de Mm. footballeur, c'est ce qu'il y a de plus problématique. Et je Tout à pense que fait. un footballeur qui veut réussir dans sa carrière, il faut qu'il s'entoure bien. Et ça, tu l'entendras Tout, fait. partout, mais en général, ils vont Tout à souvent fait. s'entourer mal. Un mauvais agent, Super. un gourou, Mm. etc. Mm. Super, Paul. Merci pour ce conseil. C'est vrai qu'il est important. Il revient assez souvent avec les personnes que j'interviewe. Et en même temps, je pense que s'il revient souvent, c'est qu'il a toute son utilité et sa pertinence. Donc, du coup, merci encore pour ce partage-là. Ok, Paul. Eh ben, on arrive, écoute, bientôt à la fin. Hein. J'aimerais quand même juste qu'on puisse se dire, bah, c'est quoi finalement la fin de ce joueur-là? T'en as un petit peu parlé sur le fait que là, tu m'as dit que tu le revoyais jouer, etc. J'aimerais que tu puisses me dire, ben, finalement, c'est quoi la fin? Et surtout, toi, qu'est-ce que tu as appris finalement sur toi de cette expérience-là avec ce joueur? À la fin, du coup, j'ai pas encore trop la fin, vu que là, il est en train de passer des essais donc en N3 et en R1. Donc j'ai pas encore la fin, si ça va être une fin heureuse ou pas. Mais dans tous les cas, il a le sourire quand il vient au cabinet, ça déjà ça change tout. Tu vois, il Tout est à heureux. fait, Donc peu importe s'il tout fait à pas fait, de foot, dans tous les cas il est heureux. Moi, qu'est-ce que ça a changé chez exactement. moi? Bah pas forcément grand-chose, même si c'est un petit peu ça qui m'a. Tu vois, j'ai parlé de la pubalgie, du coccyx, etc. Je t'avoue que c'est quand même un peu Mm. la première personne à qui, après avoir traité ça, après avoir vu le résultat de ça, je me suis dit, bon, il y a quelque chose à aller chercher quand même là-bas. Il faut vraiment que je me renseigne plus sur le sujet, que j'expérimente plus le truc avec plus de joueurs pour vraiment voir les effets bénéfiques à long terme de ce relâchement de cette zone musculaire-là. Donc Très ça m'a bien, un peu donné ouais, un bon exemple ouais, ouais, un bon exemple à pousser super, sur le. Non, super. comment dire? Bon, t'as compris Oui, ce que je veux. oui, j'ai compris. Oui, tu veux dire un bel exemple là, à aller peut-être développer toi d'autres Allez, compétences aujourd'hui que tu n'as pas et finalement t'orienter vraiment vers une posture d'apprentissage quoi. Donc c'est surtout ça
qui est Ouais. top, quoi. Et c'est nickel. Et Ok, depuis, je me suis super. beaucoup formé du coup dessus, sur cette Ah, bah en technique. plus. Ouais, Ah, bah en forcément. plus. J'ai vu le Ouais, bah c'est résultat, très j'ai dit bien. bon, ouais, il faut que je sache le faire quand Bah bien sûr, même. super, c'est top. Nickel, nickel, Paul, super. Euh, Tu sais, je parle souvent de routine avec mes joueurs ou joueuses que j'accompagne, routine mentale qu'on essaye de se mettre en place, que d'ailleurs on co-construit d'ailleurs ensemble pour que ça puisse vraiment venir d'eux. Euh, Toi, peut-être que tu as quelque chose, une routine, soit prévention mentale ou physique, que tu pourrais communiquer à des joueurs ou joueuses. J'ai, c'est-à-dire une routine personnelle, c'est-à-dire avec quelque chose qui peut Oui, m'être qu'est-ce que apporté dans toi, la journée. ouais, ouais, en fait, j'ai pas, volontairement, je ne souhaite pas t'orienter sur quel type de réponse tu peux apporter, mais en tous les cas, j'imagine que de par ton expérience, il y a peut-être des choses où les blessures, on en parlait un peu tout à l'heure, blessures, douleurs ou autres, qui reviennent souvent. Pour anticiper ça, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme routine qu'un joueur devrait faire? Je dis une bêtise, étirement, par exemple, tu vois, Euh, et qui va faire que derrière, ça peut aider bah, les auditeurs et auditrices qui écoutent. bah, en vrai, moi, ce dont je parle le plus avec les joueurs à faire chez eux, mais que je ne gère pas du tout parce que je sais pas exactement ce que c'est, mais j'essaie de les éduquer à ça, c'est la méditation et la visualisation. Donc, le fait de Mmh. s'entraîner de son lit. Donc juste d'être dans ton lit et de te Mhm. visualiser en train de faire les exercices pour, par exemple, progresser sur tes points faibles. Ton point faible, c'est la frappe du droit Mhm. enroulé. Et bien dans ton lit, t'es là, boum, tu contrôles du droit, tu te mets sur ton droit, t'enroules, pleine lucarne, parfait. Tu le fais 10 fois dans ta tête. Enfin, c'est le petit truc de visualisation comme ça que j'essaie de leur donner pour travailler tout le temps Super. chez eux. Et ensuite, la Mhm. confiance de Mhm. leur corps. Super. Donc ça passe par la méditation, en effet les étirements, mais juste que tu viens pas me voir en me disant j'ai mal au genou. Non, tu viens me voir, tu sais où t'as mal, tu essayes de me parler de tel muscle, tu essaies de comprendre ton corps, c'est tout pour ce que je veux dire. Donc, histoire de venir au moment où t'es pas blessé, ou venir avant. J'aime bien les joueurs qui Super. viennent avant me dire je sens qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau et ils me sortent des trucs parfois parce que je leur avais parlé deux trois fois de ça, je sais pas le long fléchisseur de la luxe ou le psoas, et toi t'es là, tu connais ce nom, toi. Mais du coup toi je suis content parce que je me dis ok, ils ont conscientisé ce muscle, maintenant ils le connaissent, ils savent où il est, à quoi il leur sert, et du coup ils me disent pas je suis blessé au mollet, ils me disent je sens que j'ai une tension dans le long fléchisseur de la luxe. Là je dis ok, Ouais. nickel. Ouais. Bah, c'est peut-être pas ça, c'est peut-être Mhm. une situation carrière ou autre, mais en tout cas ils ont conscientisé que c'était pas juste le tendon d'Achille, qu'il n'y avait pas que ça dans cette zone-là. Bref, une meilleure Super. connaissance de son corps Nickel. et une meilleure connaissance de sa tête. Nickel, nickel. Merci pour ça, pour ce partage. Et effectivement, je comprends moi le fait dont ton intention que tu viens de nous partager, c'est le fait qu'il puisse être euh, plus dans être moins dans la méconnaissance et plus avoir conscience de ce qui se passe dans leur corps. Donc finalement, mieux se connaître en fait finalement. Et le lien que j'en fais, c'est que je le fais avec la préparation mentale, c'est on y est clairement aussi. C'est comment on fait pour que tu puisses mieux te connaître toi-même pour que pour la suite faire en sorte que tu puisses mieux gérer, mieux anticiper et mieux trouver les réponses à tes propres questions que tu peux avoir. Donc ça c'est le principe. Et puis après, tu as parlé de deux choses, hein, la visualisation et la méditation. La visualisation, effectivement, superbe exercice qu'on est amené très souvent moi-même hein, à faire dans la préparation mentale pour que qui répond à d'ailleurs plusieurs objectifs. Toi, tu l'as plus partagé sur comment je programme mon cerveau à des gestes répétés que je fais naturellement sur un terrain, mais que je peux aussi imaginer, parce que le cerveau ne fait pas de différence entre une scène imaginée et une scène réelle. Donc du coup, la visualisation, c'est ça la puissance de la visualisation, c'est que ça permet de pouvoir programmer ton cerveau à ces gestes que tu réalises sur le terrain et que ça soit finalement euh, facile quand tu es amené à le faire quand tu es sur un terrain. Et Ouais. après, la méditation, je maîtrise un peu moins. C'est pas un sujet que je maîtrise, mais j'entends cette notion que tu vas aller chercher la pleine conscience finalement quand tu fais tout ça, et donc avoir une meilleure connaissance de son corps aussi. Ça aussi, je pense que c'est une bonne chose et qui fait que dès qu'ils viennent te voir, ben, ils sont capables de te sortir tout ce qu'ils ont avant même que tu les que tu les traites. Ça serait l'idéal. Ok, Paul. Eh ben, écoute, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Ça fait déjà 1h03 qu'on est ensemble tous les deux. Ça s'est passé super vite. J'aimerais juste que toi, tu puisses me dire, ben toi,
ça serait quoi, toi, ton mot pour la fin par rapport à cet épisode-là qu'on vient de voir ensemble? Hmm, ce serait de... euh, je sais pas, par rapport à... Là, comme ça, je sais pas. Ok. Je peux te poser la question autrement, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi dans 10 ans, au-delà de ton poste? Ah, euh, ben, en vrai, pas grand-chose, parce que je pense que, bah, comme tu as dit tout à l'heure, on est un métier de l'ombre. Donc, et c'est ça qui me plaît, hein, moi, c'est dans ma personnalité, c'est d'être dans l'ombre, de faire réussir, mais sans que ça se voit que ça vienne de moi. Comme un numéro 8 sur le terrain, tu vois. C'est vrai, hein. Tous les meilleurs Hmm, joueurs, c'est Vitinha, ou c'est, tu vois, c'est numéro 8. Mais en vrai, le mec qui connaît pas le foot, il va regarder que le numéro 9 ou le numéro 10 à la limite. C'est lui le meilleur c'est joueur. ça, Donc, c'est en fait, ça. quand tu connais le foot, tu sais que c'est le milieu de terrain qui a tout fait, qui a pris, bref. Exactement. Là, c'est des Ouais, analogies de foot, mais donc ouais, bah, ouais, du c'est coup, très bien. c'est de, mon rôle et le rôle du staff médical en général, c'est d'être dans l'ombre, donc de faire en sorte que tu Hmm, performes. Mais plus tu performes, moins tu as besoin de nous vu que t'es pas blessé, et plus on est bon, moins t'es blessé. Donc entre guillemets, t'auras jamais un mec Ballon d'Or qui va remercier son physio, son kiné, son ostéo. Mais dans 10 ans, j'aimerais bien que le Ballon d'Or dise merci à Paul Collet pour ses soins, hein. Mais bon. super. Super. Non, mais c'est top, c'est top. J'aime beaucoup ton exemple. Je le dis, hein, moi, à travers ces épisodes, j'essaye d'effectivement de mettre en avant des métiers de l'ombre parce que pour moi, ils ont un lien très fort avec la performance. Et au final, j'entends que c'est ok finalement d'être dans les métiers de l'ombre comme ça, c'est ok et de se dire que un peu comme je le disais dans l'épisode d'Aurélien avec Aurélien, c'est des architectes silencieux quoi en fait, hein, tu vois. Et au final, c'est ok d'être dans cette situation-là, et donc c'est très bien. Et donc après derrière d'être remercié par un ballon d'or de manière nominative, alors là, ça c'est le Graal. Là c'est le Graal. Là c'est juste magnifique ce que tu es en train de partager. Je donne mes rêves, C'est clair, c'est pas ça. Mais bon, ce sera pas le c'est cas. clair. Mais voilà, Super. d'être une belle rencontre Ouais. pour énormément de joueurs et de leur permettre de juste de performer mieux, quoi. D'être une belle rencontre, de leur faire rencontrer des gens bien, être Ok. content d'eux, et voilà. Pour le maximum de personnes Super. possible. Merci pour ce dernier message, Paul. C'est nickel. Merci. Bah, ce qu'on vient d'entendre finalement, c'est plus qu'un récit de soins. C'est une autre manière de penser la performance, une manière qui écoute avant de corriger. Et d'habitude, vous le savez, quand je conclue, j'aime bien poser des questions. Mais là, je vais pas en poser une, je vais en poser trois. Finalement, quand ton corps te parle, tu l'écoutes. Si la vraie blessure était mentale avant d'être physique, et si performer, c'était d'abord durer. Un grand merci à Paul pour sa présence, son histoire, son expertise, parce qu'il est vraiment entré dans les détails. Et franchement, ça, je pense que c'est une pépite que tu nous as partagé, Paul, sur ça. Et puis pour mes auditeurs et auditrices, comme d'habitude, écoutez l'épisode, partagez-le, abonnez-vous aussi. Il ne faut pas oublier de vous abonner, c'est très important. Et surtout, n'oubliez pas, gagner, c'est mental. Dans le football, le mental est souvent la clé de la performance. Pourtant, nombreux sont ceux qui négligent son entraînement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui comprennent l'importance de la préparation mentale et du rôle crucial de l'entourage pour atteindre le sommet. Mais écouter ne suffit pas. Passez à l'action. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage-le avec quelqu'un à qui ça lui serait utile. Ensemble, diffusons la mentalité des champions. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et souviens-toi, gagner, c'est mental.